Bonsoir, nous sommes le jeudi 30 mars 2017 et je vais vous parler de la question des archétypes. La grande question qui se pose au niveau de la civilisation est la suivante. Faut-il dépasser les archétypes ou faut-il les réintégrer? Vaste débat, vaste sujet. La tendance actuelle, notamment chez les femmes, ce serait plutôt d'évacuer, voire de se débarrasser des archétypes. Et on voit en politique également une certaine façon de vouloir dépasser les notions de droite et de gauche qui sont quelque part des archétypes. Quand on nous dit, par exemple, que c'est la société qui nous inflige ces archétypes, et que par conséquent, il faut s'en émanciper, qu'est-ce qu'il faut penser de cela? Est-ce qu'ils ont raison, ces gens qui disent cela, ou est-ce qu'ils ont tort? Je viens d'assister à une réunion autour de la pensée de l'unification du révérend Moon, qui a lieu à côté de chez moi, rue Barreau, où la conférence concernait ces questions. Bien, le conférencier était assez embarrassé, finalement. Il ménageait la chèvre et le chou. Parce qu'en même temps, il disait que nous avons tous du yin et du yang, du masculin et du féminin. Et puis de l'autre côté, il disait il faut créer un couple, il faut faire une famille pour que ces valeurs du masculin et du féminin puissent s'épanouir. Il faut savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas une bonne procédure. Mais je comprends également cette espèce de cafouillage, parce que les gens ne savent pas très bien sur quel pied danser. Donc on essaie comme ça de dire oui, c'est pas très important, c'est très relatif, le masculin et le féminin. Et puis en même temps, on met l'accent sur la nécessité du mariage. Or le mariage ne fait sens que s'il y a un enjeu. Et cet enjeu ne fait sens que s'il y a deux archétypes distincts qui sont en présence. Donc il était en train de couper la branche sur laquelle il voulait être perché, en quelque sorte. Mais ça, c'est assez typique, mais c'est vraiment emblématique, ça, ce genre d'erreur. Et en politique, c'est la même chose. Donc, en réalité, il faut refonder ces archétypes. Qu'est-ce que la gauche? Qu'est-ce que la droite? Qu'est-ce que le masculin? Qu'est-ce que le féminin? Et il ne s'agit pas de les dépasser. D'ailleurs, comment peut-on dépasser quelque chose qu'on ne connaît pas? Il faut aussi, au contraire, structurer ces notions. Et il faut se structurer pour justement aboutir à une polarisation, une clarté du débat, une clarté des enjeux. Au lieu de créer une sorte de confusion des genres où finalement tout est dans tout, tout ressemble à tout. Alors évidemment, ils s'accrochent comme une sorte d'alibi en disant mais oui, mais nous savons très bien que les hommes et les femmes n'ont pas la même anatomie, et donc oui. Bon, alors ça c'est une façon de dire bon là il y a un garde-fou, on ne peut pas aller au-delà de ce garde-fou. Mais ça ne masque pas l'insuffisance des définitions. Alors, on a une dialectique yin-yang, et on commence à nous dire que cette dialectique yin-yang, finalement, elle ne veut rien dire, ou plutôt, elle est valable pour tout le monde, et donc tout le monde a le yin et le yang, tout le monde a le masculin et le féminin, et à ce moment-là, on en arrive à la conclusion paradoxale qu'au fond, il s'agit d'abord de se marier avec soi-même. Il s'agit d'abord de s'unifier soi-même, il s'agit d'abord d'être en accord avec soi-même, et pas tellement en accord avec l'autre. Donc voilà, ce sont des gens qui débitent des propos
qui n'ont ni queue ni tête finalement, et qui, à mon avis, trahissent d'une certaine façon la pensée du maître Moon en l'accommodant avec les préjugés ou les réticences du public français. Et ça donne une espèce de bouillie assez immangeable, excusez-moi de le dire. Bon. Donc finalement, l'ontologie, quelque part, la recherche de l'être, ce n'est pas un point de départ dont il faudrait s'éloigner, au contraire, un point d'arrivée vers lequel il faudrait se diriger. Ce n'est pas la même chose, le débat n'est pas le même. En ne disant pas qu'une chose et son contraire c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus discuter, ils ne s'écoutent plus, et donc finalement, on arrive à des motions, à des conclusions très ambiguës, où tout le monde croit comprendre la même chose, tout le monde croit dire la même chose, et en fin de compte, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on nous dit, Dieu, puisque le mouvement Moon s'intéresse beaucoup à la Bible, Dieu est androgyne. Il est androgyne, bon, très bien. Donc il est à la fois masculin et féminin. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas de mariage. Il s'agit de marier les forces qui sont en soi-même. Pourquoi faire appel à l'autre? L'androgyne, il est seul, mais s'il est seul, c'est qu'il peut justement être seul. Car s'il ne pouvait pas être seul, s'il n'était pas viable en tant que seul dans sa solitude, il n'existerait pas. Donc quand Dieu dit l'homme Adam est seul, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas viable. Ça veut dire simplement que il pourrait y avoir un truc en plus. Et là, j'ai dit l'autre jour que ça me paraissait assez suspect et que c'était une forme de tentation assez diabolique de proposer à Adam un complément. Donc de toute façon, cette question de la famille, du couple, je la vois avec beaucoup de suspicion de toute façon. Et s'il y a androgyna, que vient faire la femme? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette histoire? Puisque l'homme est androgyne, le Dieu est androgyne, il n'a besoin de personne d'autre. Et tout d'un coup, il y a Dieu qui fait un Dieu, qui est un fils de Dieu, et l'homme qui a une femme, qui a une Isha. Donc tous les deux, quelque part, ils se dédoublent. Il y a une sorte de métastase, d'hypostase. Quelque chose qui dérive de. La Isha, elle dérive du Ish. La Isha, elle est un élément qui émane de Adam. Mais en aucune façon, elle n'est pas pour autant un élément qui est enlevé à Adam. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il y a beaucoup de femmes qui comprennent cela comme ça, en disant la femme est sortie d'Adam, donc la partie féminine d'Adam, elle est chez la femme, elle n'est plus chez l'homme. Non, Adam reste androgyne, tout comme Dieu, le Père, reste androgyne, même s'il a créé le Fils. Le Fils, d'ailleurs, qui est un élément neutre d'une certaine façon, qui n'est pas ni masculin ni féminin. La femme aussi, pour moi, n'est pas masculin ni féminin. Elle a une sorte d'androgyna aussi à son niveau, tout comme la machine est un peu androgyne. Bon. On reviendra là-dessus ultérieurement, éventuellement. Mais je voudrais terminer avec la notion d'anti-androgyna. Parce que c'est ça dont il s'agit, finalement. Dire que la femme est la femme et que l'homme est l'homme, c'est dire que l'androgyna n'existe que dans la rencontre entre l'homme et la femme. Ce qui est un peu le point de vue de la secte Moon. Et en même temps, ils nous disent que Dieu est à la fois masculin et féminin. Donc c'est très confus là encore. Tout est très confus dans tout ça. Donc, effectivement, la femme ne peut pas exister quelque part où elle n'arrive pas à exister sans être hostile à l'androgyna. Parce que l'androgyna, quelque part, elle en est exclue. L'homme androgyne, il n'a pas besoin de la femme. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça? À part le fait qu'elle est une couveuse, à part le fait qu'elle sert à faire des enfants, elle n'est ni, à mon avis, ni mâle ni femelle. Elle est un troisième personnage, un troisième type, pour parler comme Kubrick. C'est un être qui est neutre, c'est le il, c'est le elle,
Donc c'est pas facile de déterminer ce qu'est la femme. Mais malgré tout, il peut y avoir une relation entre l'homme androgyne et la femme parce qu'il y a une complémentarité quelque part. Mais cette complémentarité, ça n'est pas la complémentarité entre le masculin et le féminin. C'est la complémentarité entre l'androgyne et la machine. C'est pas du tout la même chose. Et la machine peut servir à l'androgyne. Donc il faut arrêter de dire que la femme est un élément et le féminin d'androgyne. Elle n'est pas le féminin d'androgyne. Il y a une confusion dans les textes à ce sujet, je dois l'avouer, pour les gens qui connaissent l'hébreu. C'est que le mot Isha, qui désigne justement cet être qui est pris, qui est copié, qui est repris d'androgyne, Adam. Le mot androgyne voulant dire à la fois homme et femme, andros, gynos, eh bien cet être-là, il n'a pas besoin d'autre chose que de lui-même, il se suffit à lui-même, mais il y a un cycle sur lequel je travaille, un cycle astrologique, qui fait qu'à certains moments, il y a la tentation. Voilà. Je pense que le processus de la tentation est très important ici. Il y a une tentation de la rencontre avec ce troisième personnage qui vient l'aider, comme dit le chapitre 2 de la Genèse, c'est le Ezer Kenegdo, qui vient l'aider, mais est-ce que l'androgyne a besoin d'être aidé? C'est la question. Est-ce que l'androgyne a besoin d'ajouter quelque chose? La tentation pour l'androgyne, c'est l'idée de je vais rajouter quelque chose. Donc quelque part, on ne peut pas dire le contraire. Elohim tente Adam. Il le tente. Alors que ce soit Elohim ou que ce soit le diable, j'en sais rien. En tout cas, Adam est face à une tentation. Et paradoxalement, alors c'est assez curieux parce qu'il y a une double tentation. Elohim, Dieu, tente Adam de produire une femme à partir de lui-même. C'est une sorte d'alchimie. Et en plus, après, cet être qui a été créé à partir de lui-même, il va lui-même le tenter par rapport à ce fruit qui est interdit. Donc on est dans une sorte d'escalade de la tentation qui est assez extraordinaire. Et alors, donc finalement, c'est très facile de dire, on part de l'ontologie, on part de l'essence pour aller vers quelque chose de plus universel. Parce que, à partir du moment où on part, on n'a pas besoin de rester, on n'a pas besoin de définir de quoi on part. Ce qui est important, c'est vers où on va. Et l'universel, l'universel, c'est l'universel. Donc, on n'a pas besoin de définir les archétypes, on n'a pas besoin de définir l'essence, parce que c'est un point de départ. Le point de départ, on s'en fout. C'est ça aussi, il y a une sorte d'inversion des problèmes, parce qu'en réalité, alors qu'il faudrait avoir en mire, en ligne de mire, ce qu'est justement l'archétype, ce qu'est l'essence, on l'a à l'arrière de soi-même, et on est là pour s'en éloigner. La grande question que j'ai posée ce soir, justement, à cette réunion, c'est faut-il s'éloigner des archétypes, ou faut-il se diriger vers les archétypes, à condition tout de même de les définir et de les préciser?